Sabrina et je suis libraire jeunesse à la librairie Monet. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter les incontournables du mois de juin. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Le Royaume des damnés de la maison d'édition de Saxus de Kiri Maniscalco. Pardon. Et puis, voilà. C'est une histoire fantastique. Elle va comme suit. On a deux sœurs jumelles, Emilia et Victoria. Emilia et Victoria viennent d'une famille de sorcières et c'est des Streg. C'est une sorte des sortes de sorcières que, avec leur apparence, sont capables de se faufiler parmi les humains. Donc, ça leur permet vraiment de se cacher contre les chasseurs de sorcières et tout le genre de personnes qui leur voudraient du mal. Emilia et Victoria, elles habitent avec leurs parents et puis ils tiennent un petit restaurant chez eux. Donc, on commence l'histoire vraiment, on est dans le quotidien des deux filles. Et puis, un soir, Emilia décide de ne pas aller à l'un des soupers de sa famille. Et puis, quand elle revient, elle va retrouver le corps de sa sœur. Le corps de sa sœur qui a malheureusement été tué. Mais vraiment, c'est un meurtre vraiment très brutal et qui va choquer Emilia. Et puis, là va vraiment commencer la vraie histoire du livre. Donc, on est Emilia qui va chercher à venger sa sœur. Et pour venger sa sœur, Emilia va se tourner vers l'une des magies les plus puissantes, mais aussi les plus malfaisantes, c'est-à-dire la magie noire. Et pour l'aider à mener à son enquête, elle va faire affaire avec l'un des 7 princes de l'enfer, Colère. Et Colère, lui, va accepter de mener l'enquête avec Emilia pour lui, en lui disant que c'est son maître qui lui a dit qu'il voulait retrouver qui avait tué Victoria. Une chose est claire, c'est qu'Emilia ne va pas faire confiance à ce prince des enfers-là, puisque depuis son enfance, on lui dit de faire attention aux 7 princes de l'enfer. Donc, on se trouve vraiment dans un monde où c'est très sombre comme ambiance, très magique. Un système de magie très bien développé. On est vraiment dans la magie très noire. On est vraiment dans un policier parce qu'il y a du suspense. On peut savoir qu'est-ce qui s'est passé avec la sœur de Emilia. On veut savoir qui a tué Victoria. Et puis aussi, il va y avoir une romance entre Emilia et Colère. Donc, c'est un roman que je recommande pour les jeunes adultes, donc 16 à 19 ans. Deuxième choix. Nous avons Mystic Flown, le maître des arcanes de la maison d'édition Gulfstream par Dana B. Chalice. Et puis, parmi la couverture splendide que nous avons, c'est une histoire qui m'a agréablement surprise parce que c'est un mélange de fantastique et de science-fiction à la fois. Donc, la prémisse du livre, on est vraiment dans un monde où la magie a comme repris le dessus, mais surtout les ARM, c'est-à-dire les ARM, c'est quoi? C'est des robots motorisés et c'est comme des armes de guerre. Donc, si tu as des ARM, tu es quelqu'un de puissant. Donc, l'histoire commence, on va suivre notre ami Sage. Lui, il est l'héritier de la carte de la mort et la carte Joker. C'est des cartes qui détiennent un immense pouvoir et par ce pouvoir, malheureusement, Sage se fait vraiment poursuivre à travers le globe pour se faire voler ses cartes. Donc, il intègre on va le voir, il va intégrer une université comme couverture, comme un étudiant. Ça va être sa couverture pour vraiment se cacher pendant un moment. Et puis, il va faire la rencontre de... Comment elle s'appelle déjà? Je crois qu'elle s'appelle Diba, ouais.
Donc, il va faire la rencontre de Diba, une autre étudiante qui est là-bas, et puis très solitaire, très dans son coin, sauf qu'on se rend compte que Diba a des dons de magie, elle a des dons vraiment incroyables, que ça fait des années que personne n'a vu ça. Donc, Sage et Diba vont devoir travailler ensemble, ils vont se mettre à travailler ensemble, dans le fond, pour vraiment savoir, essayer de combattre les ARM, ces robots motorisés qui sont vraiment puissants, que c'est eux qui mènent les guerres, qu'ils ont vraiment détruit une grosse partie de la population. Donc, Sage et Diba vont travailler ensemble pour justement mettre fin à ce règne-là des ARM. Donc, comme j'expliquais un peu au début, c'est vraiment un montré science-fiction et fantasy qui rentrent ensemble. Ça m'a agréablement surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et puis, ça devient comme un genre de nouveau genre, si je pourrais le dire. Donc, c'est ça. Donc, je le propose vraiment pour les personnes qui aiment le science-fiction et le fantasy. Si vous voulez, c'est quelque chose de nouveau qui mélange ces deux mondes-là. Mystic Fluent, c'est vraiment quelque chose à lire. Par la suite, nous avons Waterbacks, écrit par Charles Mazargoul, et c'est des maisons éditions Slalom. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec ce livre-là? On est rendu, avec le changement climatique qui se passe sur Terre, on est rendu à ce qu'il reste presque plus d'eau sur la planète Terre. Donc, de nos jours, c'est quoi c'est quoi les plus grandes richesses? C'est l'or, c'est l'argent, c'est ces choses, de trucs-là. Dans cet univers-là, la plus grande richesse, c'est l'eau. Donc, on est vraiment dans un monde très dystopique, mais aussi qui reflète un peu un univers qui pourrait nous arriver avec tout ce qui se passe avec le changement climatique. C'est comme un avenir incertain. Ça donne une certaine vision des choses. Dans l'histoire, on est après la Seconde Guerre de l'eau, et puis on est à Paris. Et on a notre personnage principal que lui, il travaille pour la Water Corps, qui est en fait une organisation politique et militaire, et c'est pas mal eux qui dirigent la planète, vu que ils détiennent l'eau, le peu d'eau qui reste sur Terre. Et puis, on a notre personnage principal qui travaille pour eux. Et puis, dans le fond, qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre personnage principal va devoir... Pardon, je perds mes mots. Il va devoir vraiment faire un transport d'un gros tank à eau, qui est un Waterbacks, et il va se le faire voler. Et là va commencer l'aventure parce que la Water Corps va se mettre à la recherche de notre personnage principal. En fait, ils vont essayer carrément de le tuer. Donc, vu qu'il a perdu l'une des plus grandes richesses, ils veulent se débarrasser de la personne qui leur a perdu beaucoup d'argent ou, entre guillemets, beaucoup d'eau. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est dans un genre de système que ça fonctionne par bon citoyen ou mauvais citoyen. Si t'es un bon citoyen, automatiquement, tu as droit à 36 centilitres d'eau par jour. Donc, c'est même pas la dose suffisante pour... c'est la dose suffisante à peine pour survivre. Donc, c'est vraiment super intéressant. C'est rempli d'aventures. Ça m'a vraiment très surprise. Donc, Waterbacks de chez Slalom. Continuons avec la maison d'édition Rouergue, Marine Carteron, qui nous a sorti un nouveau roman qui s'appelle Palace. Marine Carteron, que certains doivent connaître avec les autos d'affaires, Génération K. Donc, on est ici, on s'inspire de l'Iliade d'Homère. Donc, qu'est-ce qui est rapport avec l'histoire de Troie, la chute de Troie et ces affaires-là? Sauf que c'est une histoire qui remonte avant un peu cette ligne de temps-là. On va voir vraiment
le personnage de Pallas qui a assisté à la naissance d'Athéna, et que la naissance d'Athéna n'est pas comme elle a été décrite, comme on peut lire, qui est sortie de la tête de Zeus, il s'est passé autre chose. Et puis Pallas, elle a été l'un des... en fait, elle a assisté à cette scène-là. Je peux pas trop en dire, sinon je dévoile quelques punches du livre. Mais sinon, c'est ça. On se retrouve vraiment dans les livres 55 ans avant la chute de Troie, 55 ans après la chute de Troie. Donc, c'est un livre vraiment segmenté. On retrouve beaucoup de personnages de la mythologie. C'est vraiment une réécriture du mythe de l'Iliade, avec tous les éléments qui se sont passés, avec ce genre de choses-là. On découvre d'autres personnages vraiment intéressants. C'est une écriture vraiment palpitante qui va vraiment... Moi, en tout cas, ce livre-là m'a vraiment gardé scotché. Je trouvais que c'était une plume magnifique. Et puis, on redécouvre des mythes d'une autre manière. Les personnes qui sont super à fond dans la mythologie grecque, c'est un livre qu'ils vont adorer. Et puis, c'est le tome 1 d'une trilogie, je pense bien. Donc, j'ai vraiment très, très, très hâte de voir la suite. Donc, Pallas de Marine Carteron des maisons d'édition Rouergue. Donc, c'est pour les personnes qui aiment vraiment qui sont à fond dans la mythologie grecque. Dans le fantastique aussi, parce qu'on parle beaucoup de magie. On parle de dieux grecs, on parle d'univers qui n'existent pas nécessairement, mais c'était vraiment une bonne lecture et je le recommande fortement. Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber de la maison d'édition de Saxus. C'est une lecture fantastique. Stephanie Garber que on peut reconnaître dans ses autres œuvres comme Caraval, la trilogie Caraval. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que cet univers-là fait aussi un peu partie de l'univers de Caraval. Donc, on suit l'histoire de Evangeline Fox. Evangeline Fox, c'est une jeune femme amoureuse et elle apprend que l'amour de sa vie va se marier. Donc, pour vraiment essayer le tout pour le tout, pour garder son amour, elle va aller voir le prince de cœur. Et elle va lui demander à ce qu'il ne se marie pas. Le prince de cœur lui dit d'accord, mais en fait, pour que j'exauce ton vœu, tu me dois 3 baisers de personnes différentes à des moments importants. Donc, on est vraiment rendu dans un livre où c'est vraiment la prémisse de l'histoire, c'est jusqu'à où vous seriez prêt pour être heureux à jamais. Et puis c'est ça. Donc, c'est vraiment où on serait prêt à aller pour vraiment garder la personne qu'on aime. Puis, il y a plein d'enjeux comme ça tout au long du livre. Et c'est vraiment intéressant parce que le prince de cœur va vraiment remettre en question ce que Evangeline, elle, pensait depuis le tout début. Quand Evangeline va vraiment changer la perception des choses du prince de cœur. Donc, c'est vraiment une lecture superbe et vraiment pour les personnes qui ont aimé la série Caraval de Stephanie Garber, cette série-là, c'est aussi quelque chose d'excellent que je recommande. Nous avons La chasseuse et l'alchimiste de la maison d'édition Bing Bang par Alison Saft. Déjà, premièrement, livre magnifique avec... C'est juste un travail extraordinaire. Mais en plus d'avoir un beau livre, c'est une belle histoire. Donc, on suit ici l'histoire de Margaret. Margaret fait partie d'une famille de chasseurs. Donc, c'est tous des assez grands chasseurs, assez connus. Et puis, Margaret, elle essaie un peu de se faire sa place dans ce monde-là. Donc, au début de l'histoire, on comprend que Margaret, elle vit toute seule. On ne sait pas trop ce qui s'est passé avec sa famille, mais elle cherche à se prouver, surtout vis-à-vis de sa grand-mère et aussi de toute l'histoire de chasseurs qui ont dans sa famille.
elle veut faire partie, genre, du Hall of Fame. Donc, on commence avec l'histoire de Margaret. Et puis, Margaret va essayer de chasser le Hala. Le Hala, c'est vraiment une créature fantastique qui n'apparaît que très rarement. Mais le chasser, c'est quelque chose de vraiment, presque personne en fait n'a réussi. C'est une créature très difficile à chasser, justement. Donc, elle va faire affaire avec West. West, qui est un alchimiste, qui n'a pas tout à fait encore son diplôme, mais qui essaye très fort de l'acquérir. Et puis, ces deux jeunes gens vont faire équipe, et puis ils vont se retrouver à devoir utiliser de la magie noire, une magie que West ne contrôle pas super bien pour attraper le Hala. Donc, on se retrouve vraiment dans une aventure où on a deux personnages qui vont faire affaire avec des forces dont ils ne connaissent presque rien et vont devoir s'adapter à ça. Roman fantastique, bien sûr, super belle aventure, lecture super intrigante. Donc, La chasseuse et l'alchimiste. Nous avons Cendrillon est morte. Donc, on est 200 ans après que Cendrillon a trouvé son fameux prince au bal. Et puis, on est rendu dans un village où la soirée du bal est comme devenue obligatoire. C'est-à-dire, chaque jeune fille qui a 16 ans, chaque année, il y a un bal au palais du roi pour qu'une d'entre elles finisse par se faire marier. Donc, notre personnage principal, Sophia, qui a 16 ans, se voit invitée à ce fameux bal. Et puis, dans le fond, elle va y aller, par obligation, bien sûr. Et puis, lors de la soirée, elle va décider de s'enfuir parce que Sophia n'a aucun intérêt à marier le roi, le prince. Elle est amoureuse de sa meilleure amie d'enfance et elle veut s'échapper avec elle. Donc, elle décide de fuir pendant la soirée dans la forêt. Et dans la forêt, elle finit par se perdre et elle finit par tomber sur un cottage. Un cottage un peu abandonné aux airs loufoques. Donc, elle va rentrer et elle va rencontrer la descendante de Cendrillon. Et de là, on va apprendre qu'est-ce qui s'est véritablement passé avec Cendrillon. Parce que l'histoire qu'on nous raconte, qu'elle a trouvé le prince charmant, qu'elle a été heureuse jusqu'à la fin de ses jours, n'est peut-être pas si vrai qu'on le dit. Donc, Cendrillon est morte des maisons d'édition de Saxus, écrit par Kaylin Byron. Donc, vraiment, lecture à conseiller. Nous avons I Kissed Shara Wheeler de la maison d'édition Lumen, écrit par nul autre que Casey McQuiston. Casey McQuiston qu'on connaît pour One Last Stop et My Dear Prince. Donc, on est vraiment dans... contrairement aux autres livres de Casey McQuiston qui sont du jeune adulte, I Kissed Shara Wheeler, je le mettrais quand même en ado. On est dans une histoire avec le personnage principal, Chloe Green, qui est bisexuelle ou elle est gay, je me souviens plus, mais elle est à l'école où sa mère, une de ses deux mères, a été pendant le secondaire et Chloe Green, c'est une étudiante vraiment performante, que des A, que des bonnes notes et tout. Et sa plus grosse rivale est Shara Wheeler, qui est la fille du principal, la petite fille parfaite qui vraiment suit les lignes comme on lui dit. Et puis, Chloé et Shara se battent pour vraiment avoir la place des étudiantes d'honneur, c'est-à-dire qui va dire le discours final à la fin de l'année. Donc, la compétition est très serrée entre les deux. Et puis, 2 semaines avant la graduation, Shara Wheeler, qui est supposée être une fille hétérosexuelle, va embrasser Chloé et va ensuite disparaître. Sauf qu'à sa disparition, elle va laisser des lettres et des indices à
Chloé pour qu'elle la retrouve. Donc, on se retrouve vraiment dans une enquête. Chloé qui essaye de retrouver Shara parce qu'elle veut savoir, de un, pourquoi tu m'as embrassé, de deux, pourquoi tu t'es enfui, et de trois, de qui entre nous deux va avoir la place du meilleur étudiant. Parce que Chloé, d'un certain sens, elle refuse de gagner par forfait. Donc, c'était quelque chose vraiment, une lecture vraiment super légère, comique par moments, mais aussi avec des sujets très importants. On va parler des découvertes de soi, des thèmes qui reviennent assez dans les romans de Casey McQuiston, surtout avec les thèmes de LGBTQ+. Donc, Akis Shara Weller, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Nous avons l'Altus des maisons d'édition Siro, écrit par Alexandre Robert. On est vraiment avec une gang de jeunes qui habitent dans un village où il y a beaucoup de mines. Et puis, cette gang de jeunes-là va finir par trouver dans une maison abandonnée l'Altus. C'est comme un genre de coffre. Et puis, ils vont se rendre compte qu'à chaque fois qu'ils ouvrent ce coffre-là et qu'ils souhaitent quelque chose, ce souhait se réalise. Et puis, on va commencer par l'un des jeunes du groupe que lui, il a une maladie dégénérative. Donc, tu sais, il se déplace en fauteuil roulant et tout. Et son souhait va être de pouvoir ne plus être malade. Le lendemain, il se réveille. Par miracle, il n'est plus malade. Donc, chacun des jeunes va se mettre à souhaiter quelque chose. Et puis, qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans ce livre-là, c'est qu'on commence avec un certain point de vue et on change de point de vue à un certain moment parce que le point de vue principal du personnage qui est l'histoire disparaît en plein milieu du roman. Et là, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment, c'est quoi l'Altus exactement. Donc, c'est vraiment un petit roman vraiment rempli de suspense et d'intrigue. Donc, l'Altus de Alexandre Robert de chez Siro. Et pour terminer, nous avons Gris comme le cœur des indifférents, des maisons d'édition Scrinéo. C'est écrit par Pascaline Nolo. Et puis, vraiment, on se retrouve dans la tête d'une jeune fille qui est à l'hôpital après que sa mère s'est faite hospitaliser car elle s'est faite battre par son père. Donc, c'est vraiment une jeune fille qui attend dans la salle d'attente d'avoir des nouvelles de sa mère. Donc, on est vraiment beaucoup dans sa tête. C'est un roman avec des sujets assez sensibles, donc vraiment les cœurs sensibles s'abstenir. C'est un 16 à 19 ans aussi. Donc, c'est vraiment une lecture avec beaucoup de rimes. Il y a un certain rythme poétique dans cette lecture-là. Donc, comme je disais, on se retrouve beaucoup dans la tête du personnage principal. Et puis, on voit à travers ses yeux à elle tout ce qu'elle vit et tout ce qu'elle a vécu aussi aux mains de son père et qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce que son père a fait à sa mère et ainsi de suite. Donc, c'est un incontournable pour ce mois de juin. Donc, c'était tout pour les incontournables adolescents du mois de juin. Donc, on se revoit à la prochaine capsule. Merci. Bye.